Nous n'avons plus besoin de vos services, m'a annoncé mon superviseur par téléphone, alors que j'étais en train de gérer une cyberattaque à la Manhattan Bank. Avec effet immédiat, a-t-il précisé. J'ai répondu, compris, je vais informer la directrice de la banque que vous vous chargerez de gérer la faille, puis j'ai raccroché, sachant pertinemment qu'il n'avait aucune idée de la manière de stopper cette crise bancaire de 75 000 $ par heure. Que j'étais littéralement en train de résoudre. L'appel est tombé à 23h30, un vendredi soir, alors que j'étais plongé jusqu'aux épaules dans les baies de serveurs de la Manhattan Trust Bank. Essayant d'arrêter une cyberattaque coordonnée qui avait déjà piraté 3 de nos plus grands clients financiers. Mon téléphone a vibré contre ma ceinture. Je l'ai ignoré. Puis, il a vibré à nouveau. J'ai retiré mes gants de travail, puis j'ai vérifié l'écran. Howard Bennett, mon superviseur direct chez Secure Core Systems, m'appelait depuis son domicile de Westchester, à ce qui aurait dû être l'heure du dîner en famille. J'ai failli ne pas répondre. Quand vous gérez une faille de sécurité qui coûte 75 000 $ par heure à 3 grandes banques, les appels du siège semblent bien moins urgents que les écrans d'alerte qui clignotent juste devant vous. Mais j'ai répondu quand même, parce que c'est ce que 24 ans de métier en tant que gestionnaire de crise fiable vous conditionne à faire. Rodriguez a l'appareil. Carl, c'est Howard. Je dois t'informer d'une décision de l'entreprise. Avec effet immédiat, nous n'avons plus besoin de tes services en tant qu'architecte senior en sécurité système. Ton contrat prend fin aujourd'hui. J'ai regardé la console du serveur en face de moi. Le code d'alerte sec-babac-ba active clignotait toujours en rouge. Les tentatives d'intrusion dans la base de données affichaient 847 échecs de connexion au cours des 10 dernières minutes. 3 systèmes bancaires distincts étaient totalement verrouillés, en raison de nos protocoles d'urgence. Patricia Williams, la responsable des opérations de Manhattan Trust, se tenait à 2 mètres de moi, me fixant avec un espoir désespéré. Parce que j'étais littéralement la seule personne à comprendre suffisamment ces anciens protocoles bancaires COBOL pour tracer des schémas d'intrusion aussi sophistiqués. Je comprends, ai-je dit, en gardant une voix calme. Je vais informer Patricia que vous allez reprendre la procédure de réponse à la faille, pour la crise que je gère actuellement. Il y a eu un silence si long que j'ai cru que la ligne avait coupé. Quelle crise? La cyberattaque coordonnée qui m'a fait venir à Manhattan à 18h hier. 3 banques sont en verrouillage complet. La faille coûte environ 75 000 $ par heure en transactions bloquées et en violation de conformité. Je suis en train de tracer l'intrusion à travers des protocoles de grands systèmes vieux de 20 ans. J'imagine que vous voudrez envoyer quelqu'un d'autre pour terminer le travail de traçage, puisque je ne travaille plus pour Secure Core. Encore du silence. Je pouvais l'entendre respirer. Carl, discutons après que tu auras résolu la situation à Manhattan. Je ne pense pas que ce soit approprié. Vous venez de me licencier. Je ne devrais pas travailler sur les projets de Secure Core si je ne suis plus un employé de Secure Core. Je vais informer Patricia de ce que j'ai découvert jusqu'à présent, puis je prendrai le prochain train pour rentrer dans le New Jersey. Ou plutôt, pas au bureau, puisque vous m'avez dit de ne pas prendre la peine d'y retourner. Attends, Carl, laisse-moi te rappeler. Il a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je m'appelle Carl Rodriguez, j'ai 49 ans, et je viens de me faire licencier alors que je gérais une crise de cybersécurité que personne d'autre dans mon entreprise ne sait résoudre. À 49 ans, je pensais qu'il me restait peut-être 15 bonnes années de travail avant de songer à la retraite. Je pensais avoir bâti une réputation et une expertise suffisante pour glisser sereinement vers mes vieux jours, dans le respect et la sécurité. Ce coup de téléphone a tout changé. Avant d'expliquer ce qui s'est passé au cours des 72 heures suivantes, laissez-moi vous présenter qui je suis, et pourquoi cet appel a été l'erreur la plus coûteuse que Howard
Bennett est jamais commise. J'ai rejoint Secure Core Systems en 2000, en tant qu'ingénieur en sécurité. Réseau spécialisé dans les anciens systèmes financiers. À l'époque, le passage à l'an 2000 était encore frais dans les mémoires, et les entreprises commençaient tout juste à réaliser que leurs vieux systèmes informatiques ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Secure Core fournissait du conseil en cybersécurité pour les grandes banques, les compagnies d'assurance et les agences gouvernementales qui faisaient encore fonctionner des opérations critiques sur des ordinateurs centraux construits dans les années 1980 et 1990. Mon rôle consistait à résoudre des failles de sécurité complexes dans des systèmes que les plus jeunes ingénieurs ne comprenaient pas, et ne savaient pas réparer. Quand une banque se faisait pirater et que son service informatique n'arrivait pas à tracer l'intrusion, elle appelait Secure Core. Et Secure Core m'envoyait sur place. En 24 ans, j'ai répondu à 280 urgences de sécurité, réparties sur 12 États. J'ai tracé des attaques par injection SQL, diagnostiqué des exploitations d'élévation de privilèges, identifié des vulnérabilités de type 0-day. Et stoppé des tentatives d'exfiltration de données qui auraient pu coûter aux clients des centaines de millions en amendes réglementaires et en perte de confiance. J'ai travaillé à travers des ouragans, des jours fériés et des vacances en famille. J'ai manqué la remise de diplôme du lycée de ma fille pour réparer une faille dans une banque mutualiste à Philadelphie. J'ai passé mon 45e anniversaire dans une salle de serveur à Boston, à déboguer du code COBOL pendant que ma femme fêtait l'événement seule à la maison. C'était l'ancienne façon de faire du business. Quand vous donniez votre parole à une entreprise, vous la teniez. Lorsqu'ils avaient une crise, vous répondiez présent. La loyauté était une rue à double sens. Du moins, c'est ce que je croyais. Plus important encore, j'avais développé une profonde expertise dans les protocoles bancaires COBOL, sur lesquels la majeure partie du secteur financier repose encore, mais que plus personne n'enseigne. Chaque grande banque possédait des implémentations uniques. Chaque système avait des modifications personnalisées. Chaque modèle de sécurité présentait des bizarreries qui n'existaient que dans la compréhension pratique que j'avais d'eux. Leur comportement en cas d'attaque. Ces connaissances faisaient ma valeur. Et ce sont précisément ces connaissances que Howard Bennett venait de supprimer de la capacité de réponse aux crises de Secure Core, au pire moment possible. La crise de Manhattan avait commencé 29 heures plus tôt. First National, Manhattan Trust et Brooklyn Savings avaient tous trois appelé la ligne d'urgence de Secure Core dans un intervalle de 45 minutes, signalant des tentatives d'intrusion sophistiquées ciblant leur système de virement bancaire. Les trois banques utilisent des architectures d'ordinateurs centraux hérités similaires. Toutes trois subissaient des schémas d'attaque identiques. C'était le genre d'attaque coordonnée qui empêche les professionnels de la sécurité de dormir la nuit. Quelqu'un, disposant de moyens sérieux et de connaissances techniques approfondies, sondait méthodiquement la colonne vertébrale de l'infrastructure financière de New York. Le protocole standard de Secure Core prévoyait d'abord un diagnostic à distance. J'ai passé 4 heures en visioconférence sécurisée avec les équipes de sécurité de chaque banque, les guidant à travers les procédures de traçage et examinant les journaux d'intrusion. Dès 22 heures, jeudi soir, j'ai déterminé que le problème ne pouvait pas être résolu à distance. Le schéma d'attaque suggérait que quelqu'un, ayant une connaissance approfondie des protocoles bancaires COBOL, sondait méthodiquement les vulnérabilités d'un code vieux de 20 ans, que la plupart des gens pensaient trop obsolète pour valoir la peine d'être attaqué. Ils se trompaient. Du vieux code n'est pas automatiquement du code sécurisé. C'est simplement du code que plus personne ne sait réparer quand il casse. J'ai pris le train pour Manhattan vendredi matin. Arrivant à la First National à 8 heures. Patricia Williams m'a accueilli à l'entrée de sécurité. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 2 jours. Ce qui était probablement le cas.
Monsieur Rodriguez, merci d'être venu. Nous sommes en verrouillage depuis 22 heures. Les régulateurs fédéraux nous demandent pourquoi nous ne pouvons pas sécuriser nos systèmes nous-mêmes. Parce que ce schéma d'attaque cible des vulnérabilités qui nécessitent un accès direct au grand système pour être correctement tracé. Je dois examiner les journaux de transaction COBOL directement. Elle m'a conduit au centre de données sécurisé. 3 étages d'ordinateurs centraux bourdonnants, chacun traitant des milliers de transactions bancaires par minute lorsqu'ils n'étaient pas verrouillés en raison de failles de sécurité. Tous silencieux maintenant, tous hors ligne. Coûtant chacun à la First National environ 25 000 $ par heure environ. Bloqué. C'était le genre d'endroit qui me rappelait pourquoi j'avais choisi ce métier. Ce n'était pas seulement des ordinateurs. C'était la colonne vertébrale du système financier américain. Chaque transaction, chaque remboursement de prêt hypothécaire, chaque dépôt de salaire, tout transitait par des systèmes comme ceux-ci. Et lorsqu'ils tombaient en panne, de vrai, personne en souffrait. Les petites entreprises ne pouvaient pas payer leurs employés. Les familles n'avaient plus accès à leurs économies. Les retraités ne recevaient plus leur pension. J'ai passé les 8 heures suivantes à tracer l'attaque dans les journaux du système, à identifier les sous-programmes COBOL exacts ciblés par les piratages. Et à cartographier leur méthodologie d'intrusion. Il ne s'agissait pas d'un gamin sans expérience essayant de voler des numéros de carte de crédit. C'était sophistiqué, méthodique et coûteux. Quelqu'un avait investi de l'argent sérieux pour comprendre exactement comment ces vieux systèmes fonctionnaient, et où se trouvaient leurs points faibles. À 16 heures, j'étais passé à la Manhattan Trust. Puis à la Brooklyn Savings, trouvant des schémas d'attaque identiques dans les 3 institutions. Les pirates ne frappaient pas des banques au hasard. Ils ciblaient spécifiquement des établissements qui utilisaient encore les anciens protocoles COBOL, que j'avais aidé à concevoir à la fin des années 1990. Vendredi à 22 heures, j'avais isolé la vulnérabilité. Les pirates exploitaient un dépassement de mémoire tampon dans le vieux code COBOL qui gérait l'autorisation des virements internationaux. La vulnérabilité existait dans un logiciel bancaire personnalisé que Secure Core avait aidé à mettre en œuvre en 1998. Je faisais partie de l'équipe de développement d'origine. J'étais l'une des 2 seules personnes à comprendre comment ce code d'autorisation fonctionnait. C'est amusant la façon dont la technologie évolue. Nous avons construit ces systèmes pour qu'ils durent toujours, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais, toujours, en termes informatiques, signifie devoir faire face, 25 ans plus tard, à des problèmes que personne n'avait anticipés. Le code que nous avions écrit en 1998 était extrêmement solide pour son époque. Nous n'aurions jamais imaginé que des pirates en 2024 auraient la puissance de calcul, et la patience, nécessaires pour chercher des dépassements de mémoire. Tampons dans des sous-programmes COBOL qui traitaient peut-être 1000 transactions par jour à l'époque, mais qui en gèrent 100 000 aujourd'hui. La réparation nécessitait de corriger des modules COBOL vieux de 26 ans, de mettre à jour les protocoles de sécurité du grand système, et de mettre en place de nouvelles routines de validation des entrées pour prévenir des attaques similaires, sans briser les systèmes de traitement des transactions existants de la banque. Ce n'était pas comme mettre à jour un téléphone. On ne pouvait pas simplement télécharger un correctif et redémarrer. Chaque modification devait être testée, validée, et appliquée avec une précision chirurgicale. Une seule erreur, et vous pouviez geler l'ensemble du système bancaire pendant des jours. J'ai estimé le travail à 12 ou 16 heures de programmation minutieuse, répartie sur les 3 institutions. C'était le genre de travail qui exigeait non seulement des connaissances techniques, mais aussi une mémoire institutionnelle. Il fallait comprendre non seulement comment le code fonctionnait, mais aussi pourquoi il avait été écrit de cette façon, quelles hypothèses les programmeurs d'origine avaient faites, et comment ces hypothèses avaient évolué au cours de 2 décennies et demie.
J'ai commencé le travail vendredi soir à 22h30. À 23h, j'en étais à la moitié de la mise à jour du premier ensemble de modules COBOL lorsqu'Howard m'a appelé pour me dire que j'étais licencié. Après que Howard a raccroché, Patricia s'est approchée de moi prudemment. On pouvait voir la panique s'installer sur son visage, alors qu'elle assimilait ce qu'elle venait de surprendre. M. Rodriguez, tout va bien? Vous avez l'air inquiet. Je viens d'être licencié par mon employeur, au beau milieu de la sécurisation de vos systèmes bancaires. Son expression est passée de l'inquiétude à l'horreur. Dans son monde, les banques ne fermaient pas pour le week-end. Chaque heure passée hors ligne coûtait à son institution de l'argent et une réputation qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Licencié? Mais vous êtes la seule personne qui comprend nos anciens protocoles. Que advient-il de nos systèmes? C'est une excellente question. SecureCorp va devoir envoyer quelqu'un d'autre pour terminer le travail. Combien de temps cela prendra-t-il? L'autre ingénieur qui comprend ces protocoles COBOL est Alan Foster. Il est à Denver, sur un contrat gouvernemental. SecureCorp devra peut-être attendre qu'il se libère. Combien de temps? L'engagement fédéral d'Alan est prévu pour encore 10 jours, plus le temps de trajet. Le visage de Patricia est devenu blême. Je pouvais la voir faire le calcul dans sa tête. Nous ne pouvons pas attendre 10 jours. Chaque journée hors ligne nous coûte $600 000 en transactions bloquées, sans compter les pénalités de conformité fédérale. 10 jours représenteraient plus de $6 millions de pertes. Alors je vous suggère de contacter le siège de SecureCorp et de leur expliquer l'urgence. À minuit 45, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Gerald Thompson, le directeur des opérations de SecureCorp. Gerald était dans l'entreprise depuis 18 ans, et il comprenait exactement à quel point mon rôle était critique pour la gestion des crises financières. Il était également assez intelligent pour réaliser que Howard venait de commettre une erreur de jugement catastrophique. Carl, je viens d'avoir Howard au téléphone. Il y a eu un malentendu sur ton statut d'emploi. Nous avons besoin que tu termines la mission de Manhattan avant de discuter de toute question de personnel. Gerald? Howard a été très clair. Il a dit que mon contrat était résilié avec effet immédiat. Ce n'est pas un malentendu, c'est un licenciement. Je pouvais entendre la désespérance s'installer dans sa voix. Gerald en comprenait les implications, contrairement à Howard. Il ne s'agissait pas seulement d'un employé mécontent, mais de la réputation tout entière de SecureCorp dans le secteur financier. Je comprends que ce soit confus, mais concentrons-nous d'abord sur la résolution de la crise bancaire. Nous pourrons régler ta situation professionnelle une fois les systèmes sécurisés. Je ne pense pas que ce soit approprié. Si je suis licencié, je ne devrais pas travailler sur les projets de SecureCorp. Si je ne suis pas licencié, alors Howard doit me rappeler pour préciser qu'il a commis une erreur. C'est une situation client critique. Ces banques perdent des centaines de milliers de dollars par heure. Nous avons besoin que tu termines les correctifs de sécurité. Alors vous devez d'abord clarifier mon statut d'emploi. Suis-je, oui ou non, un employé de SecureCorp? Un long silence a suivi. Je pouvais entendre Gerald peser le pour et le contre. S'il disait que j'étais toujours employé, il contredirait le licenciement prononcé par Howard, créant ainsi des problèmes politiques internes. S'il confirmait mon licenciement, il admettait que SecureCorp venait d'éliminer sa seule capacité de réponse aux crises, au milieu de leur urgence là plus coûteuse. À mon époque, la parole d'une entreprise avait une valeur. Si l'on vous disait que vous étiez viré, vous l'étiez. Si l'on vous disait que vous ne l'étiez pas, vous ne l'étiez pas. Mais nous étions dans le nouveau monde d'entreprise, où les
Décisions étaient prises par des gens qui n'en comprenaient pas les conséquences, laissant ensuite tout le monde se démener pour essayer d'effacer les dégâts. Karl, laisse-moi prendre Howard en double appel pour que nous puissions régler cela ensemble. Je préférerais que vous ne le fassiez pas. Howard a été clair sur sa décision. Je respecte son choix en ne travaillant plus sur les projets de Secure Core. Si les banques ont besoin d'assistance, elles doivent contacter la ligne d'urgence de Secure Core et demander un autre ingénieur. Il n'y a aucun autre ingénieur disponible qui comprenne ces anciens systèmes COBOL. C'est une situation regrettable, mais ce n'est plus mon problème, puisque je ne suis plus un employé de Secure Core. J'ai raccroché. Patricia se tenait à côté, ayant suivi ma part de conversation. Le poids de la situation pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. À mon âge, j'avais déjà vu ce regard, ce moment précis où un cadre réalise qu'il dépend entièrement d'une chose qu'il ne comprend pas, et ne maîtrise pas. Que devons-nous faire, monsieur Rodriguez? Vous devriez contacter Secure Core, et demander un support ingénierie d'urgence. Expliquer l'extrême urgence de la situation. Ils feront passer en priorité l'envoi de quelqu'un ici le plus rapidement possible. Mais vous êtes là, maintenant. Vous connaissez nos systèmes. Vous étiez en train de réparer la vulnérabilité. Ne pouvez-vous pas simplement terminer le travail? J'ai réfléchi attentivement. Autrefois, on aurait fini le travail quelle que soit la politique interne, parce que c'était la chose à faire. Mais j'avais appris une leçon importante au cours de mes 24 ans dans le monde des entreprises, la loyauté doit être réciproque. J'avais donné mes meilleures années à Secure Core. J'avais manqué des événements familiaux, travaillé les jours fériés, et bâti leur réputation crise après crise. Dès que cela s'était avéré commode, ils m'avaient jeté comme un outil défectueux. J'ai été licencié il y a 74 minutes. Je ne peux pas, en toute éthique, continuer à travailler sur un projet pour une entreprise qui vient de mettre fin à mon contrat. Et si nous vous engagions directement? Pas par l'intermédiaire de Secure Core, mais en tant que consultant indépendant. Travaillant pour Manhattan Trust? Voilà qui devenait intéressant. Je n'avais jamais envisagé de devenir indépendant, mais à 49 ans, il était peut-être temps de penser à des options en dehors de l'échelle d'entreprise. Ma femme, Maria, me répétait depuis des années que j'avais trop de valeur pour laisser une seule société contrôler mon avenir. Elle avait grandi en regardant son père travailler 30 ans pour une sidérurgie, pour se faire licencier 6 mois avant la retraite. Personne ne veille sur toi, à part toi-même, disait-elle toujours. Cela poserait des complications contractuelles. Vos banques ont des accords de sécurité avec Secure Core. Ces contrats contiennent probablement des clauses d'exclusivité vous empêchant d'embaucher des consultants externes pour intervenir sur des systèmes conçus par Secure Core. Je vais vérifier nos contrats. Elle a appelé le service juridique de Manhattan Trust, a eu une courte conversation pleine de termes techniques et de murmures urgents, puis m'a regardé avec un optimisme prudent. Notre équipe juridique indique que le contrat de sécurité prévoit une exclusivité pour la maintenance de routine, mais que les correctifs d'urgence peuvent être réalisés par tout consultant qualifié. Si Secure Core ne peut pas fournir un support en temps utile, ils définissent un support en temps utile comme une intervention dans les 24 heures suivant la demande. C'était l'ouverture dont j'avais besoin. Pas seulement pour résoudre cette crise immédiate, mais pour tester s'il existait un avenir au-delà de Secure Core. À 49 ans, j'étais trop âgé pour recommencer au bas de l'échelle dans une autre entreprise, mais peut-être pas trop âgé pour commencer à travailler pour moi-même. Les banques ont-elles officiellement demandé un support d'urgence à Secure Core? Elle a envoyé un courriel à l'équipe de réponse d'urgence de Secure Core, avec moi en copie, demandant formellement une assistance technique.
Immédiate pour la brèche de sécurité bancaire, tout en notant que l'ingénieur précédent, moi-même, n'était plus disponible pour terminer le travail. Elle a marqué le message comme urgent, demandant une réponse sous 4 heures. À 2h15 du matin, nous avons reçu une réponse du coordinateur d'urgence de SecureCore, qui nous a révélé tout ce que nous devions savoir sur la suite des événements. Nous accusons réception de votre demande d'assistance technique d'urgence. Nos architectes seniors en sécurité sont actuellement engagés sur d'autres urgences clients. Nous nous efforçons d'identifier les ressources disponibles, et vous fournirons une estimation du délai d'intervention d'ici 12 heures. 12 heures. En langage d'entreprise, cela signifiait qu'ils n'avaient aucune idée de la manière de résoudre ce problème sans moi. Mais ils n'étaient pas encore prêts à l'admettre. Gérald passait probablement son samedi matin à appeler tous les sous-traitants et consultants qu'il pouvait trouver, essayant de dégoter quelqu'un qui comprenait suffisamment les protocoles bancaires COBOL pour ne pas aggraver la crise. Patricia m'a montré le courriel avec l'expression désespérée de ceux qui voient leur carrière s'envoler en fumée sans que ce soit de leur faute. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que SecureCore n'a personne à envoyer. Alan est à Denver, et apparemment personne d'autre chez SecureCore n'a l'expertise nécessaire pour gérer les vulnérabilités COBOL. Donc, vous devez attendre, à moins que vous ne souhaitiez utiliser la clause de votre contrat et engager un consultant indépendant. Êtes-vous disponible en tant que consultant indépendant? C'était le moment. À 49 ans, après 24 ans de vie d'entreprise, on m'offrait la chance de travailler pour moi-même, de fixer mes propres tarifs, de choisir mes projets, et de ne plus jamais avoir à me soucier d'un cadre moyen, décidant que mon expertise était trop chère. Maria avait eu raison. Ce n'était pas une crise, c'était une opportunité. Je pourrais l'être. À quoi ressemblerait votre grille tarifaire? J'y ai réfléchi attentivement. Les tarifs d'un consultant indépendant pour des travaux de cybersécurité d'urgence varient généralement de 2 cents à 6 cents dollars de l'heure, selon le niveau d'expertise et l'urgence. J'étais au sommet de l'échelle d'expertise, et la situation était incontestablement urgente. Mais plus encore, j'étais la seule personne disponible capable de résoudre ce problème. Cette rareté avait une valeur. 400 dollars de l'heure pour les interventions de sécurité d'urgence, avec un engagement minimum de 20 heures pour garantir la correction complète des vulnérabilités et la validation des systèmes. Cela fait 8000 dollars au total. Condition de paiement, un acompte de 50% avant que je ne reprenne le travail, et les 50% restants à la restauration réussie des systèmes. Patricia n'a même pas scellé. Quand votre banque perd 25 000 dollars par heure et fait face à des pénalités fédérales qui pourraient se compter en millions, 8 000 dollars pour une solution s'apparente à une très bonne affaire. D'accord. Je demande à notre directeur financier de traiter le virement immédiatement. À 3h30 samedi matin, mon téléphone a émis une alerte de virement bancaire. 4 000 dollars venaient d'être crédités sur mon compte courant personnel. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais reçu pour une seule journée de travail dans toute ma carrière. À 3h45, j'ai repris le travail sur les correctifs de sécurité COBOL, mais cette fois, je travaillais pour mon propre compte. Ce qu'il y a de curieux à faire le même travail en tant que consultant indépendant plutôt qu'employé d'une entreprise, c'est à quel point le sentiment est différent. Chaque ligne de code que j'écrivais était facturable. Chaque problème que je résolvais bâtissait ma réputation, et non celle d'une société. Chaque décision m'appartenait. Pour la première fois en 24 ans, je ne me contentais pas de résoudre la crise d'un autre, je construisais mon propre avenir. Samedi à 11h, j'avais terminé la correction des vulnérabilités sur les 3 systèmes bancaires. Le travail est allé plus vite que prévu, car je n'avais pas à subir de processus d'approbation interne,
ni à documenter chaque décision. Pour des managers qui n'auraient pas compris les détails techniques. Vers 14 h 00, j'avais mis à jour les protocoles de sécurité et effectué des tests complets. À 16 h, les 3 banques étaient de nouveau en ligne, sans faille de sécurité et sans erreur de traitement des transactions. Durée totale du verrouillage, 34 heures. Perte totale, environ 2,55 millions de dollars. Mais les systèmes étaient sécurisés, et les correctifs appliqués éviteraient des attaques similaires basées sur le COBOL à l'avenir. Plus important encore, je venais de me prouver que je n'avais pas besoin de Secure Core. C'était eux qui avaient besoin de moi. Patricia observait les moniteurs de transactions avec un soulagement visible, au fur et à mesure que les virements recommençaient à s'exécuter normalement. Les voyants verts étaient magnifiques, chacun d'eux représentant des milliers de transactions gelées. Depuis plus d'une journée, qui s'écoulait enfin dans le système comme elle le devait. Monsieur Rodriguez, je ne vous remercierai jamais assez. Vous nous avez sauvés d'une catastrophe qui aurait été infiniment pire si nous avions dû attendre que Secure Core envoie un autre ingénieur. Je vous en prie. Je vais préparer un rapport technique documentant la vulnérabilité, la méthodologie d'attaque et les procédures de correction. Vous devriez le transmettre à Secure Core afin qu'ils mettent à jour leur documentation de sécurité. Samedi soir, à 21 h 30, j'ai reçu un appel de Gerald Thompson. J'étais de retour dans mon appartement du New Jersey, épuisé mais satisfait du travail accompli pendant le week-end. Plus que satisfait, je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, de la fierté pour un travail qui m'appartenait entièrement. Carl, j'ai cru comprendre que tu avais terminé l'intervention auprès des banques en tant que consultant indépendant. Nous devons discuter de ton statut d'emploi. La décision de Howard de te licencier était prématurée. Nous aimerions te proposer une réintégration avec rappel de salaire et maintien de tes avantages sociaux. Je vous remercie, mais je décline votre offre. Je travaille désormais comme consultant indépendant. C'est plus lucratif, et j'ai un meilleur contrôle sur les projets que j'accepte. Qu'est-ce que cela signifie pour Secure Core? Tu es notre expert le plus expérimenté sur les anciens systèmes. Cela signifie que Secure Core va devoir former d'autres ingénieurs avec une expertise similaire, ou accepter que sa capacité de réponse aux crises soit nettement réduite. La vérité, c'est qu'à 49 ans, j'avais enfin compris ce que mon père n'avait jamais eu la chance d'apprendre. Il avait travaillé 32 ans pour la même entreprise manufacturière, persuadé que la loyauté et le travail acharné lui garantiraient la sécurité. Lorsque la société a été rachetée, ils ont supprimé sa retraite et l'ont licencié à 58 ans. Il a passé ces 7 dernières années de vie active à enchaîner les petits boulots temporaires, sans jamais retrouver la sécurité qu'il pensait avoir acquise. Je n'allais pas commettre la même erreur. Ce n'est pas acceptable, a répondu Gérald. Nous avons des urgences clients en cours qui nécessitaient connaissances spécifiques. Alors Secure Core aurait dû y penser avant de me licencier alors que j'étais littéralement en train de gérer l'une de ces urgences. Carl, je comprends que tu sois contrarié par la manière dont Howard a géré la situation. Je ne suis pas contrarié, Gérald. Je prends simplement des décisions commerciales rationnelles basées sur de nouvelles informations. Howard a démontré que Secure Core ne valorisait pas assez mes contributions pour m'éviter un licenciement en pleine crise. J'ai tiré les leçons de cette démonstration. Quand j'ai raconté à Maria ce qui s'était passé, elle s'est contentée de sourire et de se verser un verre de vin. Enfin, a-t-elle dit. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour comprendre ce que je te répète depuis 15 ans. C'est-à-dire que tu étais trop bon pour eux. Que tu enrichissais les autres grâce à ton expertise, tout en t'inquiétant de savoir s'ils allaient te garder.
Maintenant, c'est toi qui vas t'enrichir. Elle avait raison, comme d'habitude. Au cours des 4 semaines suivantes, j'ai reçu 12 appels d'urgence de banques et d'institutions financières confrontées à des crises de sécurité. Chaque appel suivait le même schéma, attaque sophistiquée sur des anciens systèmes. Incapacité de SecureCore à répondre assez rapidement. Pouvais-je intervenir en tant que consultant indépendant? J'ai aidé l'ensemble des 12 clients. Revenu total de conseil, 156 000 $ pour 4 semaines de travail. C'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 18 mois précédents chez SecureCore. Le mot s'est répandu rapidement dans le milieu de la sécurité financière. En août, je recevais des appels d'établissements qui n'avaient jamais travaillé avec SecureCore, me demandant si j'étais disponible pour des audits de sécurité et du conseil continu en vulnérabilité. Ce n'étaient pas des appels d'urgence. C'étaient des banques qui voulaient prévenir les crises en s'assurant les services de quelqu'un qui comprenait leurs anciens systèmes avant que les problèmes ne surviennent. En octobre, j'avais signé 6 contrats de conseil à long terme avec des banques qui voulaient un accès garanti à mon expertise COBOL. En cas de besoin. Revenu fixe cumulé, 18 000 $ par mois, soit environ 216 000 $ par an, sans compter les honoraires de projet supplémentaires. En décembre, SecureCore m'a formellement proposé l'accord de conseil que j'avais suggéré à Gérald, 400 $ de l'heure pour les interventions d'urgence, un forfait mensuel de 3 000 $ pour ma disponibilité et mes conseils, et un contrat de 6 mois renouvelable à ma discrétion. J'ai accepté. Car c'était un revenu garanti, et SecureCore représentait l'une des sources les plus régulières d'intervention d'urgence. Howard Bennett a tenu jusqu'en février. Le conseil d'administration l'a licencié. Après avoir calculé que sa décision de me renvoyer pendant la crise de Manhattan avait coûté à SecureCore environ 890 000 $ en contrats clients perdus, en coûts de récupération d'urgence et en frais de conseil qu'il me versait. Désormais, au lieu de me payer un salaire, l'ironie ne m'a pas échappé, il me payait maintenant plus en 6 mois que ce qu'il me versait en 3 ans en tant qu'employé. Je suis resté indépendant. Fin 2024, je gérais 9 contrats de conseil à long terme avec des institutions financières dans tout le Nord-Est. Mon chiffre d'affaires annuel approchait les 800 000 $. Je travaillais environ 50% d'heures en moins par rapport à l'époque de SecureCore, tout en gagnant près de 5 fois mon ancien salaire. Plus important encore, j'étais estimé à ma juste valeur. Quand des clients m'appelaient pour une crise de sécurité, ils comprenaient qu'ils payaient le prix fort pour une expertise de premier ordre. Personne ne remettait en question l'intérêt financier de ma méthode, ils avaient tous vu ce qui se passait quand on essayait de résoudre des vulnérabilités sur d'anciens systèmes sans connaissances spécialisées. Mais le vrai changement n'était pas financier, il était psychologique. Pour la première fois de ma carrière, je ne m'inquiétais plus des plans de licenciement, des restructurations d'entreprise, ni du fait qu'un nouveau manager puisse décider que j'étais devenu trop cher. Ma sécurité venait de mes propres compétences et de ma réputation, non de la décision d'un tiers de me garder ou non. Maria et moi avons commencé à parler de projets que nous n'avions jamais pu planifier auparavant, peut-être prendre notre retraite dans ce chalet dans le Vermont dont nous avions toujours rêvé, faire ce voyage en Espagne que nous repoussions depuis 20 ans. Ou aider notre fille Sarah pour l'apport de sa première maison, au lieu de nous demander si nous aurions assez d'économies pour nos vieux jours. À 49 ans, je pensais que ma carrière touchait à sa fin. En réalité, elle ne faisait que commencer. Voici ce que j'ai retiré de toute cette expérience, et ce que j'aurais aimé comprendre 20 ans plus tôt, l'employé le plus dangereux à licencier n'est pas celui qui se plaint de son salaire ou qui menace de démissionner. C'est celui qui est littéralement en train de résoudre une crise que personne d'autre ne sait gérer, au moment précis où vous décrétez qu'il est jetable. Car lorsque vous licenciez cette personne, vous ne perdez pas seulement ses contributions futures,
vous perdez sa capacité à enrayer le désastre immédiat qui se déroule sous vos yeux. Et vous découvrez que remplacer une expertise très spécialisée en pleine urgence est tout simplement impossible. Howard voulait réduire les effectifs et éliminer ce qu'il considérait comme un ingénieur senior trop coûteux. Il a obtenu exactement ce qu'il voulait, j'ai été éliminé. Mais mon expertise, elle, n'a pas disparu. Elle est seulement devenue beaucoup plus chère. Dans ma génération, on nous a enseigné que les entreprises prendraient soin d'eux. Nous si nous étions loyaux et travailleurs. C'était peut-être vrai autrefois. Mais ce ne l'est plus aujourd'hui. De nos jours, il faut prendre soin d'eux. Soi-même. La sécurité que vous bâtissez grâce à vos propres compétences et à votre réputation est la seule que personne ne pourra jamais vous enlever. Le meilleur dans tout cela, c'est que je ne suis plus en colère. Comment le être? Quand l'erreur de quelqu'un d'autre s'avère être la meilleure chose qui soit jamais arrivée à votre carrière? Parfois, la meilleure des vengeances ne consiste pas à prouver aux gens qu'ils ont tort, mais à les laisser subir le coup réel d'avoir obtenu exactement ce qu'ils voulaient. Howard voulait que je parte. Je suis parti. Et il a ensuite dû expliquer à sa direction pourquoi la crise d'un client majeur coûtait $600 000 supplémentaires par jour, tout. Cela parce que l'ingénieur capable de la résoudre ne faisait plus partie des effectifs. Je n'ai pas saboté Secure Core. Je n'ai pas provoqué la crise de Manhattan. Je n'ai pas empêché d'autres ingénieurs de résoudre le problème. Je n'étais simplement plus là pour régler des soucis que moi seul savais résoudre, parce qu'on n'avait plus besoin de mes services. Cela s'est avéré être la décision de licenciement la plus coûteuse que Howard Bennett ait jamais prise, et la transition de carrière la plus lucrative que j'ai jamais connue. À 49 ans, j'ai enfin compris ce que mon père n'a jamais eu l'occasion de réaliser, votre valeur n'est pas déterminée par ce qu'une entreprise est prête à vous payer. Elle est déterminée par ce que le marché est prêt à débourser pour ce que vous savez faire. Et il arrive parfois que le marché estime se savoir bien plus que votre employeur ne l'a jamais fait. En fin de compte, j'ai réalisé que m'être fait licencier n'était pas une condamnation à mort professionnelle.